Première rubrique donc consacrée aux tendances économiques avec la crise sanitaire que nous traversons depuis un an. Maintenant, Jean-David, cette crise, elle montre bien que la santé a une place prépondérante dans notre économie, dans l'économie française aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors justement, c'est un peu ce que je disais en préambule tout à l'heure. Je posais une question à nos téléspectateurs. En fait, je ne sais pas s'ils ont la réponse. En tout cas, personne ne peut avoir vraiment de réponse. La mienne à la question que je posais, c'est de dire que en une trentaine d'années, la santé est devenue quelque chose de totalement prioritaire dans nos esprits et l'économie s'est adaptée à ça. En fait, à partir d'une conception philosophique qui fait qu'aujourd'hui on recherche la vie à tout prix. C'est la vie avant tout. Une vie humaine, c'est le prolongement de la vie. Oui, on a parlé de l'homme augmenté, on a parlé de nanotechnologie. On cherche toujours à aller plus loin. L'homme cherche à conquérir des espaces par rapport à la vie qu'il n'avait pas. Du coup, la vie humaine devient ce qu'il y a de plus précieux et on est prêt à sacrifier tout le reste, y compris l'économie, sauf qu'on arrive à un point où si on sacrifie trop l'économie, on le voit actuellement, des suicides, du chômage, et l'arbitrage n'est pas facile à trouver. Parce que nos dirigeants ont beau nous dire qu'il ne faut pas opposer la santé à l'économie, mais c'est ce qu'ils font depuis un an en définitive, en disant la santé d'abord, l'économie ensuite. Il y a 30 ans, je pense que ça n'aurait pas été le discours. Et la population n'est pas la même qu'il y a 30 ans, parce qu'on parle évidemment de la crise, c'est le sujet principal de cette émission, mais il y a aussi le vieillissement de la population française qui entre en ligne de compte, avec ce pôle santé qui devient aussi particulièrement important pour nos anciens. La population avait déjà vieilli depuis la fin des années 80. On peut dire qu'il y a vraiment, depuis cette période-là, déjà un vieillissement de la population et l'espérance de vie était déjà quasiment ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a très peu augmenté au cours des dernières décennies. D'ailleurs, aujourd'hui, elle commence à régresser et c'est peut-être ça qui, dans l'inconscient collectif, fait peur quelque part. Mais quand on voit bien l'enchaînement des choses qui s'est passé depuis une trentaine d'années, on va de plus en plus de restrictions au profit de la santé. Interdiction de fumer dans les lieux publics, toutes les campagnes par rapport au tabac, enfin, on va de plus en plus vers des restrictions au profit de la santé. Aujourd'hui, dans les salles de sport, par exemple, il fallait, bien avant le Covid, il fallait tout désinfecter, alors que ce n'était pas le cas du tout il y a 30 ans. Enfin, voilà, il y a des préoccupations de la société qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Regardez tous les produits, et là on rejoint l'économie, tous les produits qu'on trouve dans les supermarchés aujourd'hui, les Sanitol, les choses comme ça qui ont émergé dans les années 2000-2010, qu'on ne trouvait absolument pas il y a 30 ans, les lingettes désinfectantes, etc. Les préoccupations ont changé. Alors, c'est difficile de dire si c'est une politique de l'offre, en définitive, si c'est parce que les entreprises ont mis tous ces produits sur le marché en créant des campagnes, en mettant ça dans la tête des gens, ou si ça vient de la demande et que la mentalité des gens est allée dans ce sens-là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la santé prend une place prépondérante dans l'économie, mais parce qu'elle prend une place prépondérante dans la tête des gens. Alors, on dépense beaucoup dans ce domaine de la santé en France. Est-ce que ces dépenses, elles sont efficaces ? Quand on voit les chiffres, je n'en ai pas l'impression. La France, les chiffres sont de 2019, je crois, juste avant la crise, ça doit être plus. Aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Les dépenses de santé par rapport au PIB sont de 11,2%, alors qu'elles ne sont que de 8% dans l'Union européenne. Et pourtant, quand on voit le nombre de médecins par habitant, il est inférieur en France à ce qu'il est dans l'Union européenne. Alors le nombre de médecins par habitant n'est pas le seul indicateur, bien sûr, de l'état de santé d'une population, mais c'est quand même quelque chose d'important, d'autant plus qu'en France, quand on voit le taux de médecins par habitant, il est relativement faible par rapport à l'Union européenne, mais surtout, derrière ces chiffres, il y a une grande hétérogénéité territoriale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones où il y a plus de médecins, il y a des déserts médicaux où il y a très peu de médecins, où il faut attendre 9 mois. On entend des choses absolument aberrantes, qu'il faut attendre parfois 9 mois, 10 mois pour avoir rendez-vous avec un spécialiste. Pour quelqu'un qui a une pathologie grave, il a largement le temps de mourir. Quelle est la place de la France, alors d'abord au niveau européen, mais dans l'économie, dans la santé de l'économie au niveau européen et mondial ? Je dirais que la France pourrait avoir une meilleure place
en fait, si le système de santé était mieux géré. Déjà, en France, il y a quelque chose qui est assez dichotomique, c'est que au niveau de l'économie de la santé, il y a tout ce qui est privé et tout ce qui est public. Voilà, comme sur beaucoup de choses, il y a le privé et le public. Alors que quand on prend un pays comme les États-Unis, par exemple, ça s'entrecroise, ça s'entremêle beaucoup plus. Par exemple, un professeur d'université qui est chercheur aux États-Unis peut avoir sa biotech à côté, ou 2 ou 3 biotech à côté. En France, c'est pas possible, c'est le fonctionnaire, il doit rester fonctionnaire. Il y en a qui le font, mais bon, c'est marginal et puis c'est pas très bien vu. Et le monde de l'entreprise reste le monde privé de l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, le fait qu'on n'entremêle pas assez le privé et le public comme dans d'autres pays, je pense que ça nous pénalise dans la compétitivité internationale par rapport à la santé. Et en France, il y a aussi une mentalité comme partout, qui fait qu'on est très très méfiant, réticent vis-à-vis des entreprises, et particulièrement des grandes entreprises. Les big pharma, sujet de délire complotiste qu'on voit fleurir sur la toile à longueur de journée, les big pharma. Alors voilà la liste des big pharma, là je la vois à l'écran. Donc écoutez, sur les 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, la France n'en place qu'une dans le top 10, c'est Sanofi, qui est un champion français. Alors on aime bien cracher dessus en France, parce qu'il licencie, parce que ceci, cela, mais pourtant c'est un champion français, c'est la seule entreprise française qui fait partie du top 10 mondial, donc alors que ce top 10 est dominé, comme vous le voyez, par les USA, par la Suisse et un petit peu par le Royaume-Uni, donc la France à ce niveau-là est en retard. Est-ce que le fait que la France n'ait pas réussi à fournir ce fameux vaccin comparé à ses voisins européens ou ses voisins américains surtout, ça prouve quelque chose? Ça montre qu'on est encore en retard sur certains domaines? Ah oui, certainement. Et quand on voit aussi que l'Institut Pasteur, par exemple, a renoncé au vaccin, on peut se dire que le système public, la recherche publique ne fonctionne pas mieux que les systèmes privés. Et puisqu'on parle de vaccins et de recherche, j'ai retenu ce qu'a dit notre invité de l'émission précédente, donc de Biofitis, le PDG de Biofitis, que 90% de ce qui sort comme médicaments, comme vaccins et tout ça, vient de biotech. Ensuite, ce sont les grandes pharmaceutiques qui les fabriquent, qui les commercialisent, mais provient de biotech. Et en France, nous avons la chance d'avoir un beau panel de biotech. Nous en avons 750 en France, à peu près, ou 720. 750 aujourd'hui, ça c'était les chiffres d'il y a 2 ans, ce qui nous place au 3e rang européen. Mais ces biotech, elles manquent de financement et l'État ne les finance pas assez en définitive. Alors il y a des petits financements, mais c'est très faible, c'est très marginal, eu égard aux dépenses faramineuses qui sont faites ailleurs, quoi. Alors, on parlait tout à l'heure avec notre invité d'ailleurs à ce Tout à fait. Sujet. Quels sont les chiffres de 2020, Jean-David, concernant les retombées de la crise sanitaire? Un chiffre qui vous a marqué? Alors le chiffre là qui a été le plus marquant, qui est sorti la semaine dernière, c'est que la France a doublé son déficit par rapport à 2019. Mais c'est pas grave, on continue. Doit-on s'attendre à une évolution des crédits dévolus à la santé liés forcément à ce contexte de pandémie? Des crédits dans quel sens? Des crédits pour la recherche, tout ce qui s'est passé, on a parlé du vaccin. Est-ce que cette pandémie mondiale, elle va réveiller d'une certaine manière le secteur de la santé en France et peut-être les crédits alloués à ce secteur? Les crédits pour les hôpitaux peut-être, parce que c'est quand même quelque chose qui a été aussi beaucoup rogné au fil des dernières années, des dernières décennies. Alors justement, ce qui est paradoxal, parce que d'un côté, on a des préoccupations, comme on l'a dit tout à l'heure, donc par rapport à la santé qui monte dans la population, tout le monde a peur d'être en mauvaise santé, tout le monde veut être en bonne santé, et d'un autre côté on n'a fait que rogner les crédits sur les hôpitaux, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à ce goulot d'étranglement avec un effet ciseau complètement négatif, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette situation qui est intenable pour les hôpitaux dans une situation de pandémie comme celle-là. Mais pour ce qui est des entreprises, des biotech et autres, je ne le pense pas. Mais on va voir ce que dit notre invité à ce sujet, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, nous accueillons un autre patron de biotech. Tout à fait. D'autres rubriques consacrées à l'entreprise du moment, c'est Noxon Pharma et c'est à suivre. À tout de suite.